Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire, envoie ta demande et on va te prendre ici en direct et tu vas raconter ton histoire. Ceux qui regardent sur YouTube, envoyez vos histoires au numéro WhatsApp le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. Voilà. Donc ceux qui ont des histoires à raconter, commencez déjà à envoyer vos demandes et vous allez monter, nous raconter vos histoires mystiques. Pas d'histoire romantique, s'il vous plaît. Pas d'histoire de je sortais avec une fille dans mon quartier où elle était belle comme ça, après elle est morte. Il y a des histoires qui font pitié, mais ce n'est pas le but ici. On ne veut pas là pour raconter les histoires qui font pitié. Sinon, quelqu'un m'avait raconté comment il y a eu incendie chez lui, ça a brûlé tout le monde chez lui. Bon, c'est un drame comme ça là. Paix aux âmes disparues, mais ce n'est pas notre but ici. On n'est pas là pour raconter ceux qui sont morts là. On est là pour raconter des histoires mystiques. Ça doit être mystique, ça doit avoir un truc spirituel dedans. C'est quoi ça? Bonsoir, Émilie. Oui, bonsoir. Oui. C'est la première fois que je monte DMG. Ouais, c'est ça. Ouais. Excusez-moi, c'est la première fois. Je suis un peu... Ouais, donc, Amy. Je m'appelle Émilie. Je suis congolaise. Je vis en France. J'ai rencontré une expérience que j'ai vécue depuis que j'étais jeune. Moi, je suis fille unique de ma mère, mais c'est sa soeur qui m'a élevée. C'est sa soeur aînée qui m'a élevée, donc depuis l'âge de 3 mois. Excusez-moi, je suis un peu... Donc c'est la première fois, j'ai pas l'habitude de parler devant beaucoup de gens comme ça, donc j'essaie un peu. Je crois que je vais on ne te voit pas, il faut se mettre courageuse. Même pose le téléphone, tu racontes ton histoire comme tu parlais seul. D'accord, merci. Je me rappelle à l'âge de 6 ans, la voisine de ma mère qui me dit que oui, à chaque fois tu dis que c'est ta maman, c'est pas ta maman. Je dis mais comment c'est pas ma maman? Oh, la maman que tu appelles, c'est pas ta maman, c'est la grande soeur de ta mère. Et j'étais là, j'étais contrariée. Et le soir, lorsque ma mère est revenue du marché, parce qu'elle avait une boutique, et je lui ai demandé, ma mère, je voulais savoir, est-ce que je ne suis pas ta fille? Elle m'a dit, qui t'a dit ça? J'ai dit, la voisine d'à côté. J'ai vu ma mère, elle avait des yeux qui brillaient. Après, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, oui, je ne suis pas ta maman. J'ai dit, mais c'est qui ma maman? Elle a dit, oui, tu sais, donc je vais l'appeler la tante B. Il faut parler un peu fort, s'il te plaît. Ouais. Elle a dit, oui, si tu vois la tante que tu appelles tante B, c'est elle ta maman. Je dis, ah bon? Je lui ai regardé, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Donc, maintenant 2 mamans, j'étais contente en étant qu'un enfant de 6 ans. Arrivé à l'âge de 8 ans, ma mère... Maintenant, reprends le téléphone en main, s'il te plaît. Ouais. Attends, je vais enlever les écouteurs parce que j'ai mis les écouteurs. Ouais. Excuse-moi. Allô? Oui, c'est bien. Oui. Arrivé à l'âge de 8 ans, ma mère biologique a commencé à tomber malade. C'était une maladie un peu mystérieuse. Donc, c'était vraiment... On allait d'hôpital à l'hôpital. Et je voyais comment les féticheurs venaient chez moi à la maison pour traiter ma mère. J'étais encore toute jeune, mais je comprenais quand même à l'âge de 8 ans. Et arrivé à l'âge de 11 ans, ma mère est décédée. Là, j'étais déjà en collège. Et je suis arrivée là où était le deuil, là. J'ai commencé à pleurer. Je pleurais ma mère. Je me rappelle, j'ai dit, ma mère, je ne peux pas rester comme ça, il faut que tu me ramènes là où tu pars, je ne peux pas rester. La nuit arrivée, on est parti dans notre famille, on est parti dormir chez notre tante et tous les enfants de la famille. Vous voyez à l'époque, parce que je ne suis pas aussi jeune, hein, excusez-moi parce que je ne parle pas bien français. Bon. Excuse-moi, bon. On est parti dormir là-bas et moi j'étais vraiment soucieuse, j'étais en train de pleurer. Il y avait mes cousins. On a commencé à parler, et puis les autres sont dormis.
Et moi, je suis restée toute seule comme ça, assise, et je commençais à pleurer. Et je vois du coup, j'étais assise à côté de la fenêtre. Je vois du coup ma mère, je l'ai vue comme ça et je dormais pas. J'ai vu ma mère, que je vais appeler B. Elle vient, elle commence à pleurer, elle me demande, mais pourquoi toi aussi tu pleures? Je lui dis, maman, mais pourquoi tu me laisses comme ça? Tu me laisses toute seule comme ça? Tu es partie. Pourquoi tu me laisses? Je vais venir avec toi. Elle me dit, non, tu peux pas venir avec moi parce que là où moi je suis, c'est pas bien. Là où on m'a envoyé, c'est pas bien, c'est la souffrance. Mais toi, tu t'entends bien avec ton maman. Maman que j'appelle maman G. Elle me dit que tu t'entends bien avec elle, tu vas rester. Moi, je dis non, maman, moi je vais venir avec toi. Et j'ai vu ma mère qui me demande, bon, comme dans la fenêtre, il y avait des claustras, elle a fait rentrer sa main, elle m'a dit, dans ta main, je vais te faire sortir de là et tu vas venir. J'ai essayé et je n'arrivais pas. Elle m'a dit, regarde, on est séparés. Tu peux pas venir là où je suis. C'est difficile. Reste là où tu es. Je te laisse avec maman G, vous attendez bien tous les deux. Et j'ai commencé à pleurer. Elle aussi, elle pleurait, mais je la voyais comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a vécu cette expérience-là parce que il y a beaucoup de choses que j'ai vues donc dans ma vie. Je la voyais comme ça. Elle a pleuré, moi aussi, je commençais à pleurer. Après, elle est partie et j'ai sursauté. J'ai commencé à crier, tout le monde s'est réveillé. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit non, je viens de voir maman B, elle était là, je parlais avec elle. Elle m'a dit ça. Et le grand matin, je me suis réveillée, je suis allée là où était le deuil, j'ai vu ma maman adoptive, maman G. Je lui ai dit ça, elle aussi, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, il y avait aussi ma grand-mère qui était là, elle a commencé aussi à pleurer, tout le monde a commencé à pleurer. Non, maman B, il faut pas nous prendre cet enfant-là, laissez-nous avec cet enfant-là. Il faut pas la prendre. C'était en 1984. Ils ont fait la cérémonie, ils m'ont dit de sauter, des choses comme ça, parce que bon, là, j'ai déjà fait la délivrance pour ça, parce que j'avais fait cure-dent pour ça. Ils m'ont dit de sauter, de me dire à la maman que je me suis séparée avec toi. Oui, c'était comme ça. On a fait la cérémonie et c'était parti. Mais lorsque j'étais triste, à chaque fois, je voyais ma mère. Elle venait, je la voyais comme ça. Je la voyais comme ça, elle venait, elle me dit, mais pourquoi tu es triste? Moi, je suis là. Elle me parlait, me disait beaucoup de choses. J'ai arrêté de voir ma mère lorsque je me suis mariée. Je ne voyais plus ma mère. Lorsque je suis mariée, je ne voyais plus ma mère. Après, là où je vous dis là, dès que j'ai des soucis, c'est là où je rêve de ma mère. Dès que j'ai des problèmes, c'est là où je vois ma mère. Mais je ne sais pas, je voulais demander un peu aux gens, d'autres personnes, s'ils ont aussi vécu d'autres expériences comme moi. Parce que il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans ma vie. Donc, je ne sais pas si quelqu'un aussi à côté qui peut me conseiller pour ça. J'aimerais avoir l'avis des autres personnes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Émilie. Il faut seulement lire les commentaires, tu auras sûrement ta réponse. D'accord, merci. J'ai encore d'autres histoires, mais c'est après, je laisse la place aux autres. D'accord, merci. Merci. DMG, Bonsoir. bonsoir tout le monde. J'espère que tu vas bien. Oh, ça va très bien comme une mémé. Je vous envoie le bonjour de Bordeaux. Bonjour Bordeaux. Voilà. Je suis tellement contente de te parler parce que ça fait depuis 2020, je pense, ou 2020, oui, que je te suis et puis c'est magnifique. Merci pour tout ce que tu fais parce que j'ai déjà mis plein de personnes sur DMG. Je partage et tout. Donc aujourd'hui, je voudrais partager une expérience que j'ai vécue. C'était en 2017 au Cameroun. Je suis partie en vacances et puis, comme moi j'adore quand j'arrive chez moi, je vais au village. Moi, je me sens tellement bien au village. J'aime bien aller au champ et tout.
Et à cette époque, il y a mon cousin qui était venu aussi au village avec sa femme. Et on a décidé de veiller ensemble. On était allé dans la petite ville d'à côté, acheter des petites boissons et tout, pour pouvoir veiller. Et là, on a commencé à bavarder de tout et de rien. Je ne sais pas comment c'est arrivé où euh, quelqu'un a dit que moi j'aime pas ci, moi j'aime pas ça. Et moi je me suis dit, là où je suis là, moi j'aime pas les mille pattes. Moi les mille pattes c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et puis chacun disait des choses. Et ça s'est passé comme ça tranquillement, tranquille. Et puis ils ont pris la moto que je l'ai achetée. Hein. Ils sont partis et je suis restée avec mon neveu, sa femme et ses 2 enfants. Et pendant la nuit, je rêve qu'on venait me verser tout un sac de 1000 pattes sur la tête. C'était horrible. Je me suis mise à crier, à crier. Et moi, je pensais que je criais dans le rêve, mais je criais en vrai. Et mon neveu me demandait, mais qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as? J'ai dit, les 1000 pattes, les 1000 pattes. Et dans mon rêve, j'avais 2 chiens. Un chien qui s'appelait Médor et l'autre qui s'appelait Lion. Et Lion et Médor étaient à Yaoundé. Moi, j'étais au village. Et les 2 chiens, Médor et Lion, ont commencé à manger les 1000 pattes qui étaient sur moi. Et tout le monde, comme tout le monde connaît, les 1000 pattes et les chiens, ça fait 2. Parce que si la patte d'un chien touche le 1000 pattes, le chien va boiter pendant un bon moment. Et puis, le lendemain, bon, j'ai laissé passer la chose. Mais sauf que 3 semaines après, il y a Médor qui meurt. Le chien décède. On m'appelle que viens vite, Médor est mort. Je m'en vais. 6 jours après, Lion aussi meurt. Et quand mes chiens meurent, ils ont tous des serpents les 1000 pattes qui sortent de leur gueule. Là, ça m'a agacé parce que j'ai dit, bon, peut-être que les sorciers du village nous ont entendus. Et puis, avec ma bouche, j'ai dit, toute personne qui a fait ça, la personne, le jour qu'il mourra, va d'abord sentir son odeur avant de mourir. Il ne restera pas 2 jours parce que même les gens vont fuir son corps. Et j'ai parlé ça comme ça, dans la colère. Là, en 2019, il y a mon cousin qui tombe malade. Il y a tout un pied droit qui commence à pourrir et tout. Et il fallait qu'on le soigne, mais on n'a pas pu parce que la gangrène avait mangé toute la cuisse. Et puis, il n'a pas voulu confesser, mais on savait que il était mêlé à ce problème-là. Cela, j'ai regretté mes mots parce que j'étais en colère et j'ai dit que la personne qui m'a fait ça mourra. Et le jour qu'il mourra, avant qu'il ne meure, il va d'abord déguster son odeur. Et quand il est mort, on a amené le corps très rapidement à la tombe parce que personne ne pouvait plus supporter l'odeur. Alors, mon histoire s'arrête là, mais avec beaucoup de peine. J'aimerais juste dire aux gens que même si vous avez quelque chose, vous avez peur de quelque chose, ou vous n'aimez pas manger, si vous aimez, faut pas dire aux gens. Parce qu'on ne connaît pas la réaction qui vient après. On ne connaît pas. Et aussi, moi, je sais pas, je n'ai pas une bouche, je sais pas. Est-ce que ceux qui connaissent une bouche par rapport à la colère peut dire des choses et que ces choses se réalisent? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça n'est arrivé qu'à moi?
ou bien je suis perdue, DMG. Cette histoire me chagrine depuis 2019. Ça me chagrine vraiment. Bon, la perte de mes chiens et puis... Donc moi je dis juste ce conseil que maintenant depuis cette histoire, je garde beaucoup de choses pour moi. Je ne dis plus rien parce que je ne sais pas ceux qui m'entourent, ce qu'ils en pensent, que sera leur réaction. Ça me fait peur depuis cette histoire. C'est ça que je voulais dire. C'était ma proposition d'histoire de ce beaucoup. soir. J'en ai plein d'histoires, mais celle-ci me tenait beaucoup à cœur, DMG. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je vais vous raconter une histoire. Bon, j'ai deux histoires à vous raconter. La première, c'est une scène qui s'est passée tout à l'heure. J'étais debout avec une amie au carrefour. Il y a un monsieur qui sort de derrière. Avant que tu continues, pardon, excuse-moi, donne-moi seulement une minute. Mais j'ai dit, D'accord. Je suis comme ça assis, on me fait comme taguer sur les vidéos de Ariel. KDM, je sais pas, celle qui raconte souvent les histoires, c'est Ariel qui est au bachelor. C'est là où je parle, alors voilà. Tu connais Ariel, Juliette? Non, je connais pas. C'est qui? Oh, celle qui a trahi le secret du bachelor, là. Non, pardon, c'est pas ce que je veux dire. Moi, je passe mal de DM, t'as DM TV. Ah, d'accord. Ok. Mais je sais pas, c'est elle, vrai ou bien c'est comment? Parce que j'ai vu le visage, c'est... Peut-être. Bon, je sais pas. Ok, vas-y, maman. Bon, il y a une scène qui s'est passée tout à l'heure. J'étais à un carrefour avec ma copine et puis on parlait parce qu'on sortait d'un décès et après on n'a pas voulu rentrer parce que nous sommes à deux quartiers opposés l'un de l'autre en fait. Donc on était au carrefour, on parlait. Et il y a un monsieur qui sort de derrière nous et il me pointe du doigt. Il me dit, toi, comment tu vas et tout? Je dis, oui, ça va. Il insiste toujours à parler avec moi. Il me demande comment ça va. Je dis, oui, ça va. Il me dit, non, demain, quelqu'un va t'appeler à 15h, ne pars pas. Ma copine et moi, on se regarde. Et puis, il me dit, oui, je m'adresse à toi. Demain, quelqu'un va t'appeler à 15h, ne pars pas. Moi, il m'a dit quoi? Je suis un traditionnaliste ou bien un praticien. Écoute ce que je suis en train de dire. Et puis, ma copine, du genre, elle a voulu l'arrêter. Et genre, il part vite, en fait. Genre, il n'a pas envie de nous parler. Maintenant, depuis qu'il m'a dit ça, depuis tout à l'heure, je fais maintenant qu'avoir peur. Je sais pas pourquoi. Bon, ça, c'était une parenthèse. L'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est l'histoire du père de ma copine. Bon, il est décédé, ça fait pas longtemps, mais moi, j'étais pas au courant. C'est aujourd'hui, quand on s'est rencontrés, qu'elle m'a parlé de cette histoire-là. C'est ma copine d'enfance parce qu'on a grandi. Bon, nous sommes nés à peu près dans le même quartier. Voilà. Donc, elle me dit que ce qui a tué son père, c'est l'orgueil, en fait. Parce qu'à un moment donné, avant que sa maladie ne s'aggrave, on lui a demandé d'aller demander pardon à la personne qui lui avait fait ça, mais il a refusé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Son père, c'était quelqu'un d'assez violent et d'orgueilleux. Donc, comme je disais, nous sommes nés dans le même quartier, mais son père, il violentait beaucoup sa mère. Il la frappait, il l'insultait. Donc, en fait, c'était à peu près ça leur enfance. Donc, quelques années après, il a décidé de quitter sa mère parce que tout le temps, il la battait. Il a décidé de quitter sa mère et de prendre une autre maison, mais toujours dans le quartier. Alors, quand il prend une autre maison, toujours dans le quartier, il sortait maintenant avec une nouvelle femme. Il a fondé sa famille avec cette femme-là. Il vivait dans la même maison. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il continuait toujours à frapper cette nouvelle femme-là. Et tout le secteur dans lequel il était là, tout le monde était au courant que lui, il frappait très mal sa femme. Parce que quand il la frappait, souvent, elle s'évanouissait et tout. Et elle se retrouvait à l'hôpital, mais elle ne voulait pas le quitter. Donc, un jour, qu'est-ce qui se passe?
La bailleresse l'appelle et elle lui dit, écoute, je dois te parler. Tout le temps tu frappes ta femme et dans le quartier, les gens se plaignent. Parce que si un jour quelque chose arrive à cette femme-là, c'est moi qu'on tiendra responsable. Il dit non, écoute, il n'y a pas de problème et tout, je vais arrêter, patati patata. Mais c'était un homme qui buvait beaucoup. Il buvait beaucoup et quand il était saoul, il battait sur les femmes avec qui il vivait. Donc c'est comme ça qu'un jour, le problème est arrivé jusqu'à chez le chef du quartier. Et le chef du quartier a tenu une réunion. Quand le chef du quartier a tenu une réunion, le chef du quartier lui a dit que c'était la dernière fois qu'il battait cette femme-là. Que la prochaine fois qu'il allait recommencer, il allait quitter le quartier. Ensuite, on a appelé la femme derrière. On a dit à la femme qu'il fallait qu'elle quitte son concubin ou conjoint avec qui elle restait là. Elle a dit, ok, j'ai compris. Quand elle est partie, elle est carrément allée trahir le chef. Elle est carrément allée trahir le chef du quartier à son mari. Du genre, quand le chef du quartier m'a appelé, il m'appelait pour me demander de te quitter. Là, le monsieur s'est mis dans une colère noire et il s'est rendu chez le chef du quartier avec une machette. Il s'est mis à menacer le chef du quartier avec la machette, l'insulter, le traiter de tous les noms et tout. Les gens du quartier sont sortis pour venir l'attraper. Quand les gens du quartier sont sortis pour venir l'attraper, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à insulter le chef du quartier, l'attraper, le frapper lui aussi. Le chef du quartier lui a dit, je suis ton père et sache que chez nous les Bantous, un enfant ne lève pas la main sur son père. Ce que tu viens de faire là, tu vas regretter. Il a dit, fous-moi le camp, dégage. En fait, il a insulté, fous-moi le camp, dégage, tu peux rien me faire. Il est rentré. Quand il est rentré sur le chemin, il s'est mis à insulter encore le chef de quartier. Le monsieur qui venait à peine de frapper. Il s'est mis à l'insulter avec les gens du quartier. Celui-là, il ne me connaît pas, ce que je vais lui faire et tout. On nous a dit que quand il s'est retourné pour partir là, le chef du quartier là où le monsieur l'avait tapé, il a creusé le sol. Imagine-toi un peu. Il a creusé le sol avec un couteau. Il a attrapé une poule et il a tranché le cou de la poule. C'est-à-dire que le sang de la poule était directement versé dans le trou. Et il a dit devant les gens qui étaient là que c'est de cette même manière-là que cet homme-là va mourir. Quand il a parlé comme ça, parce qu'il y avait les gens qui étaient là du genre en train de s'inquiéter et tout pour lui, il a dit non. De cette manière-là, c'est aussi de cette manière que ce monsieur-là va mourir. C'est comme ça maintenant que les nouvelles sont arrivées aux oreilles du monsieur. On lui a demandé à maintes reprises d'aller demander pardon au chef du quartier. Il refusait. Fous-moi le camp, écoute, il peut rien me faire et tout. Le père de ma copine a commencé la maladie. C'est la maladie. On lui disait toujours que c'est la maladie dont tu souffres là n'est pas saine. Va demander pardon au monsieur. Il insistait, va demander pardon au monsieur. Puis, il a commencé à avoir très mal à la gorge. Sa gorge a commencé à enfler. À un moment donné, il crachait le sang. Il est parti dans les églises, il est parti partout. Il allait même à l'hôpital, on lui disait toujours non, c'est rien. Mais il avait quand même quelqu'un qui priait pour lui, un pasteur ou un prophète, un truc comme ça. Donc, quand il va maintenant à l'église, on prie pour lui. À un moment donné, le prêtre, le pasteur qui priait avec lui dit non, écoute, c'est devenu trop fort pour moi. Je peux plus rien faire pour toi. Va rester chez toi, tu attends ta mort. Mais dans cette maladie-là, le monsieur a fait 4 ans avant de mourir. Tout le temps, il souffrait. Puis un jour, vu que la deuxième femme avec qui il vivait, c'était une femme toujours de l'Afrique centrale, d'un pays voisin, dont je ne vais pas citer le nom. Quand la maladie de son mari s'est aggravée, elle est retournée dans son pays. Quand elle est revenue, elle a annoncé au monsieur que dans ses marches, parce que quand elle aussi elle est rentrée dans son pays, elle allait chez les tradis praticiens et les tradis praticiens lui ont dit que le mari, on lui a dit que le mari était malade. On lui a dit que le mari était malade parce qu'il avait offensé un sorcier et il fallait qu'il demande pardon. Ensuite, quand il allait mieux,
les gens du quartier ont encore insisté qu'il fallait qu'il aille chez le chef du quartier demander pardon. Quand il a enfin décidé d'aller demander pardon, quand il est arrivé là-bas, il était déjà trop tard. Parce que le chef du quartier était aussi mourant. Donc, on a organisé une petite cérémonie et tout. Et le chef du quartier a dit qu'il pouvait bien le soigner parce qu'il était très malade, il pouvait bien le soigner, c'est-à-dire lui donner le remède de sa maladie, mais il était trop faible pour se lever et aller chercher le médicament qui pouvait l'aider. Alors, quelques jours plus tard, je crois 3 jours plus tard, le chef du quartier est mort et lui, il est resté malade comme ça. Comme je dis, il a fait 4 ans de maladie. Ensuite, un soir, il est aussi décédé. Et tous les gens du quartier, parce que après, on a organisé une réunion. Lors de sa veillée, on a organisé une réunion. Et quand on a organisé la réunion, tout le monde disait que c'était de sa faute. C'est parce qu'il était imbu de sa personne. C'est parce qu'il était très orgueilleux. Que si, dès le départ, il avait demandé des excuses au chef, tout ceci ne serait pas arrivé en fait. Donc, c'est un peu ça mon histoire de ce soir. Merci beaucoup, je pour l'histoire. Ok, bonne soirée. Mais à toi. Allô? Allô? Oui, DMG, tu m'entends? Oui, c'est bien là. Tu t'en le fais quoi? Oh non, j'étais au magasin quand tu as appelé. Quand tu ne me prenais pas là, tu t'attendais à me prendre. J'ai voulu faire une petite course rapidement. Ok, je sais que tu n'aimes pas quand on raconte, quand on appelle les noms du quartier, mais l'internaute qui a envoyé son histoire a demandé de dire son nom. J'ai pas un problème. J'ai pas un problème qu'on nom du quartier. Tu peux même dire ça s'est passé à Bonaberry, mais sans toutefois donner les précisions. Non, seulement parce la maison que est c'est comme située. Non, parce que la personne m'a demandé de dire son histoire et de dire son nom et tout. Elle dit qu'elle est en ligne, qu'elle dit son histoire et dit son nom. Ok. L'histoire se passe au Gabon. La personne qui m'a envoyé son histoire s'appelle Cacharel. C'est une Gabonaise. Et coucou la famille. Donc, Cacharel rencontre un homme quand elle fait la classe de terminale. L'homme paye ses études pour qu'elle aille à l'université. Quand elle arrive à l'université, elle dit que elle a demandé à l'homme de lui laisser le temps parce que l'homme a payé ses études, mais il n'était pas encore passé à l'acte. Elle a dit à l'homme qu'avant de faire l'amour avec toi, tu dois me montrer une preuve d'amour. Et les filles. Et puis maintenant, preuve d'amour, l'homme payait ses études. Donc, elle fait première année, deuxième année, elle dit que quand elle a sa licence, elle voit maintenant qu'elle a eu sa licence en marketing. L'homme l'aide à trouver un travail dans une bonne société de la place. Et maintenant, l'homme lui dit, maintenant, est-ce que toi, tu es prête pour moi? Elle dit, oui, elle est prête et tout. Elle a maintenant une bonne position. Et nous, les filles, le gros cœur. C'est comme ça que le gars l'invite dans une place, on appelle ça comment? Elle m'a dit que c'était comme les Airbnb. Donc, le gars l'amène et tout. Il a loué une maison. C'était pas la maison du gars, c'était pas l'hôtel. Elle ne s'est pas dérangée pour dire que, mais pourquoi on va dans une maison? Tout s'est dit non. Tu vois, c'était un coin chic là-bas. Donc, elle est partie. Ils avaient la maison pour eux pour le week-end. Mais seulement, arrivé là-bas, la nuit où il fallait faire l'amour avec le gars DMG, elle dit que qu'elle est passée à l'acte avec le gars. Elle dit que de toute sa vie, même dans ses rêves, même les films qu'elle a vus, un homme n'avait jamais fait ça. Elle dit que l'homme ne l'avait jamais fait ça. Elle dit que l'homme l'a touché jusqu'à ça taper le derrière de son fils. Donc, elle est restée comme ça là. Elle dit, laissez elle tomber amoureuse du gars. Seulement à cause de l'amour là, DMG. C'est comme ça que elle s'endort pendant la nuit. DMG fait un rêve. Tu dis que la fille est dans le gel là maintenant là. Oui, elle est dans le... Elle est au direct, Cacharel. Elle a dit son nom, c'est Cacharel. Bon, laisse-moi, je raconte l'histoire. L'histoire, c'est trop sucrée. Donc, DMG, quand elle s'en va dormir comme ça, c'est comme ça qu'elle rêve que c'était le serpent de l'homme là qui était en train de lui faire les choses dedans là-bas. C'est comme ça qu'elle ouvre les yeux. Elle dit, c'était quoi ça? Elle dit qu'elle a encore fermé les yeux pour
Et dit, et 5 minutes encore, et doit voir, c'est le serpent. C'est où il dit au type que, ah, bébé, je viens de rêver que, ah, c'est le serpent qui était en train de me laper, de me faire lécher. Le garçon, c'est où le type lui dit, oui, c'est mon serpent qui était là-bas dedans. Et il dit, elle dit, mais comment le serpent peut faire l'amour à quelqu'un et puis je sens comme si c'est l'homme. L'homme dit que non, lui là, son serpent, c'est son fantasme. Donc, quand lui te fait l'amour, toi tu penses que c'est lui. Oh, c'est pas lui, c'est son serpent qui est là-bas dedans. Yeah, DMG. DMG, c'est comme ça que dans Faire l'amour et le serpent, la fille dit qu'elle est tombée amoureuse de Faire l'amour et le serpent du monsieur. Donc maintenant, elle n'est plus amoureuse. Donc, elle n'est plus amoureuse du monsieur. Hein? Elle dit qu'elle est tombée amoureuse de Faire l'amour et le serpent. Elle dit qu'elle reste un peu comme ça, un peu comme ça. Elle a envie, elle appelle le type et dit, j'ai besoin de toi. Et femme, c'est comme ça que le type maintenant dit, ok. Donc maintenant, le type a vu qu'elle aimait son serpent. Le type lui a dit, ah, comme tu es mon serpent, on va se marier. Maintenant, le serpent qui est le serpent est le totem du type là. Il paraît que c'est le serpent qui protège le type là, qui fait tous ses business, tout. Elle dit que le type c'est un grand directeur de société là-bas au Gabon. Elle dit maintenant, DMG, écoute, elle dit que le serpent du type dit que, lui il ne veut pas que le type se marie à la fille, mais lui il veut se marier à la fille. Est-ce que tu comprends même l'histoire? Donc elle ne veut pas. Le serpent a refusé que le propriétaire l'épouse et que c'est lui qui veut épouser la fille. Maintenant, la fille dit que le problème c'est que le type là a besoin de se présenter à sa famille parce que le serpent ne peut pas quand même quand elle m'expliquait l'histoire, hein, elle me dit, elle a raisonné, elle dit que mais elle a réfléchi que mais le serpent ne peut pas venir se présenter à sa famille. Ça, c'est terrible. Aucune famille ne va voir le serpent s'asseoir. Donc, c'est comme ça que le mari dit que lui, il doit venir se présenter, même si elle veut épouser le serpent. On dit que le serpent dit à son mari non. Que c'est lui, la famille de la fille doit connaître que c'est lui le mari. Je lui demande à la fille que, mais comment toi, tu sais que le serpent a dit? Elle dit que ça fait 2 ans, elle est dans la relation avec le serpent du type là. Et que ça fait 2 ans, elle dit elle ne manque de rien, que le type maintenant, que sa société même, elle est entrée là-bas en tant que secrétaire de direction. Elle dit que maintenant, dans son marketing de licence qu'elle a fait, elle dit que maintenant, elle est une grande dans la compagnie. Et que dans la même compagnie, là, son type qui est le propriétaire du serpent, c'est lui le directeur général. Et que dans la compagnie, là, il a couché avec plusieurs filles là-bas, mais il n'y a personne. Il y a les choses, Seigneur. Il n'y a personne, aucune des filles là, il n'y a personne qui avait aimé son serpent. Mais qu'elle est la première fille qui a dit que, ah, moi, il n'y a pas de problème, j'aime ton serpent, j'aime ta façon de me faire l'amour. Donc, c'est comme ça que maintenant, elle dit que, elle a essayé de dire à ses cousines, genre, tu as les soeurs, tu essaies de taper le ventre pour dire que, ah, si un jour j'ai un serpent comme ça là qui me donne l'argent et qui veut m'épouser. Elle dit que c'est comme ça que sa famille lui a dit que, c'est quoi ça? Toi, tu as vu ça où? Tu vois, déjà les blagues, les histoires des filles, mais voit que ça ne peut pas donner. Elle dit qu'elle est amoureuse du serpent. Que le serpent lui donne tout ce qu'elle veut. Et qu'elle ne peut pas laisser le serpent parce que le serpent lui a dit que de toutes les façons, dès que le type a fait l'amour avec elle et que le type l'a pénétré, étant là-bas dedans, là, il a sucé tout ce qui l'appartient. Elle dit, elle peut pas avoir l'enfant, elle peut rien avoir. Donc, apprendre à laisser. Elle dit que oui, elle aussi, elle a vu que, ah, toi, tu vas pas gâter ma vie, tu vas pas me détruire, je vais te laisser partir. Elle est restée, le serpent lui donne ce qu'elle veut. Elle a acheté des maisons, elle a conçu au Gabon, elle dit, elle a les voitures, elle-même, elle fait les business. Donc, c'est comme ça, elle m'a dit son histoire, qu'elle ne sait vraiment pas où mettre la tête. Donc, elle est venue me raconter l'histoire. Donc, c'est comme ça que je lui ai dit que, ok, moi, je suis venue raconter là-bas. Donc, je lui ai demandé, après, je lui ai posé une question DMG. Je lui ai demandé que maintenant, est-ce qu'elle peut accepter, parce que je lui ai demandé, est-ce que si elle est là, une enfant, elle peut accepter que sa fille fasse ce qu'elle a fait là? Elle m'a répondu, DMG, nous les femmes, elle m'a répondu carrément que si elle a sa fille et qu'elle est pauvre et que sa fille doit tout faire pour changer sa vie, elle va dire à sa fille de faire ce qu'il faut faire pour changer sa vie. J'ai dit, Donc voilà l'histoire qui est là comme ça. Le serpent, histoire rocambolesque digne d'un serpent qui a fait taper doigt à son maître. C'est l'histoire là qui est là comme ça, DMG.
J'ai C'est une quoi autre histoire, mais comme je suis en train de conduire, je vais me garer après, je vais relancer. D'accord. Donc, j'ai pas. Ok. C'est pas qui a tout mal, hein. Il a fini les intestins. Ok, mon frère. Ça, on va pas finir par faire le live se déconstruire au moins de 40 ans parce que tellement avec les mots lourds. Quand on parle comme ça, va Bibi les commentaires en cas de rire, ce mot là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir DMG. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci. Alors ça, c'est bonsoir à tout le monde, hein. C'est une petite histoire que j'ai écoutée. Tu sais, c'était au Congo, le Congo Brazzaville. Il y a un village là-bas où ils ont un tribunal. Mais ce tribunal, c'est pas tribunal comme on connaît, mais c'est tribunal traditionnel. Donc il y avait une dame qui était venue porter plainte là-bas pour un problème. Donc ils ont des juges, hein. C'est comme le tribunal qu'on voit là, mais ça c'est traditionnel. Mais c'est des gens mystiques qui sont là-bas. Et quand quelqu'un porte plainte, il faut vraiment pas mentir. Donc l'accusé doit dire vraiment la vérité. Donc c'était une jeune dame qui avait porté plainte là-bas au tribunal traditionnel parce qu'elle avait fait des années où elle se mariait, où elle sortait avec quelqu'un, avec un homme, mais ça ne marchait pas. Ou des fois on lui promettait le mariage, mais ça n'allait pas. Donc du coup, toute sa vie, partout elle partait, il y avait quelqu'un qu'ils accusaient dans leur famille. Donc du coup, elle s'était dit, je vais aller là-bas porter plainte au tribunal traditionnel. Du coup, ils ont convoqué le monsieur. Le monsieur, c'était pas n'importe qui, DMG. C'est quelqu'un qui a vraiment des postes là-bas au pays, qui est vraiment riche, qui est... chez lui, c'est quelqu'un qui reçoit quasiment toute la famille. Toute la famille. C'est lui qui gère la famille de sa femme, c'est lui qui gère sa famille. Même dans le quartier, c'est quelqu'un vraiment le boss, quoi. Et se retrouver dans ce tribunal-là, les gens n'y croyaient pas. Mais les traditionalistes, les gens qui étaient là-bas ont dit, monsieur, il faut venir parce que c'est un problème sérieux, il faut expliquer. Au début, ils ne voulaient pas aller, mais ça a pris des jours. Finalement, ils ont insisté. Et ce jour-là où nous en avait assisté, c'était des vérités qui sortaient. Et donc, c'est ce que je veux dire aujourd'hui par rapport à ce que j'avais entendu là-bas. Donc, ce monsieur est tellement riche, mais cette richesse lui vient quand même des pratiques bizarres. Il élève beaucoup de gens dans leur maison. Sa femme aussi prend les gens de la famille, des jeunes filles qui viennent en vacances. Mais ce monsieur viole. Il couche avec des petites filles de la famille. Il couche avec... même les enfants de ses amis qui viennent là-bas, même les copines de ses enfants, même ses propres enfants. Et c'est de cela c'est ça qui lui donne sa richesse là et les postes qu'il a dans le pays. Donc du coup, il fallait qu'il parle. Il fallait qu'il parle. Voilà, qu'il accepte. C'était lui pour que les traditionalistes là lui libèrent parce qu'ils avaient dit il faut qu'il parle. S'il ne parle pas, il avait quelques jours seulement à vivre et qu'il allait mourir. Parce que eux, ça rigole pas. C'est pas la justice comme on voit là, les justices classiques. Et donc il était en train de témoigner. Il a expliqué depuis quand ça avait commencé et il a avoué ce qu'il avait fait à cette jeune fille. Et il fallait aussi demander pardon. Donc il pleurait, il demandait pardon. Mais en même temps qu'il demandait pardon, les traditionalistes lui avaient dit qu'il allait perdre tout ce qu'il avait gagné, il allait perdre. Mais s'il avouait, il allait peut-être rester en vie. Il allait perdre tout ce qu'il avait gagné, mais il pouvait rester en vie. Mais s'il n'avouait pas, il allait mourir et voilà, tout laisser comme ça. Donc du coup, ce jour-là, il a avoué tout ce qu'il avait fait. Moi, je raconte cette histoire ce soir. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu un monsieur qui était passé, qui a parlé d'une fille qui était dans sa classe, qui se faisait violer. Et c'est très, très important d'en parler. Ici, nous avons des mamans, nous avons des parents. Il faut vraiment qu'on attire l'attention de tout le monde. La leçon, c'est quoi ? Quand vous voyez des choses comme ça et vous ne parlez pas, vous êtes complice. Quelle que soit la richesse de la personne. Vous voyez votre enfant se faire violer dans la maison, votre propre enfant violé par son père. Vous voyez la nièce qui est venue en vacances chez vous se faire violer par votre mari.
Et parce que ce monsieur est riche, parce que vous avez tout ce que vous voulez, vous vous taisez, sachez que vous êtes complice et vous faites partie vous détruisez la vie de cette jeune fille. Plus tard, les conséquences sont terribles. Ça peut être, c'est une malédiction, ça peut être toute sa vie, ses études, son travail, sa vie après. Donc le message, c'est ça. Toutes les mamans qui sont dans ce live-là, n'acceptez jamais ça. À chaque fois que tu vois, discuter avec vos enfants, les petits-enfants qui vont en vacances là, les oncles qui vivent dans la même maison là, les parents riches là, qui reçoivent tout le monde, qui disent qu'ils prennent... Parlez avec vos enfants. Ça s'est bien passé. Les vacances se sont bien passées. C'était bien. Discuter, échanger. Quand un enfant est enceinte là, demande c'est qui est enceinté. Ne tape pas l'enfant. Sors d'ici. Non. Parlez-en. Parce qu'il y en a qui ont peur de dénoncer. Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Mon message, chère maman, c'est ça. Tu ne dis rien, sache que tu es complice. Vraiment. Merci en tout cas. C'est tout ce que je voulais partager. Merci beaucoup, Force Tranquille, pour le message et le conseil. Bonsoir, DMGT. Bonjour. J'espère que vous... Excuse-moi. Je te suis bien. Ok. Moi, j'ai une histoire à raconter ici. Et mon histoire s'est passée en 2012. J'étais à la maison et c'était la fête de Pâques. En Côte d'Ivoire, quand c'est la fête de Pâques, les gens vont au village pour aller faire la fête dans les petites villes en fait. Et cette année-là, j'ai une copine qui m'a appelée, qui sortait avec un Libanais. Et elle m'a dit, viens, on va partir dans un petit village à fêter et tout. Je lui ai dit, ok, j'ai compris. Et j'avais un comportement, j'aimais pas laver les linges sales. Donc du coup, j'avais trempé des linges la veille, je crois 2 jours avant. Et le matin, je me suis lavée, je dis, je vais retrouver ma copine, on va partir dans le petit village, aller fêter la fête de Pâques. Et comme ça, ma mère a bloqué la porte. Elle m'a dit, tu ne sors pas tant que tu ne laves pas tes linges. Tant que tu laves pas les linges, tu ne sors pas. Donc, j'ai pas pu partir et j'ai appelé ma copine pour annuler la sortie. Et le soir, on m'appelle, on me dit, non, ma copine a eu un accident avec son copain et elle est morte sur place. Donc comme ça, moi je suis pas partie, sinon j'allais être parmi ces 2 personnes-là. C'est-à-dire j'allais faire partie de l'accident. Et pendant l'enterrement de ma copine, la veillée et tout, moi j'ai pas pu aller à la veillée. Parce qu'il y avait le mariage de ma petite sœur. Donc du coup, le lendemain, je dis bon, je vais aller à la levée et au cimetière. Je me suis pas levée tôt. Donc du coup, je suis allée trouver que la levée était finie, ils allaient au cimetière. Au cimetière aussi, ma voiture était derrière. Donc du coup, je suis pas vite rentrée dans le cimetière. Je suis allée trouver, ils ont fini l'enterrement et tout. Donc sous la gorge, j'ai dit comme ça dans le cœur, j'ai dit, je vais appeler ma copine Nathalie. J'ai dit, Nathalie, je vais revenir te voir. Je vais revenir te saluer parce que j'ai pas pu assister à tes obsèques. Donc j'ai bien regardé l'endroit parce que le cimetière de William Civil est vraiment vaste et je suis rentrée. Donc comme ça, vu que j'ai promis revenir la voir, un jour j'ai rêvé à elle et elle me dit, mais attends Titi, tu m'as dit que tu allais venir me voir, tu n'es pas venu me voir. Okay. J'ai expliqué le rêve à quelqu'un et puis le vieux m'a dit, est-ce que tu n'avais pas promis quelque chose à ta copine? J'ai dit si, j'ai promis aller la voir. Il dit donc va la voir. J'ai dit ok, je vais trouver un temps puis je vais aller la voir. Parce que je n'étais pas encore prête mentalement à aller la trouver sous une pierre. Parce qu'on avait vraiment un lien. Donc un jour comme ça, je me suis décidée aux environs de 16 heures. Je dis bon, je vais aujourd'hui aller voir Nathalie. Et là, j'étais nattée, j'avais des coris à la tête, avec des fausses pièces et tout. J'ai pas mis de voile, rien. 16h, 16h30 par là, après la prière de 16h, moi je suis rentrée dans le cimetière. Je suis allée voir ma copine. Donc j'étais assise comme ça, j'ai fait quelques prières que je peux faire. Et puis j'étais en train de parler.
genre en lui disant que non, de là où tu es, il faut prier pour qu'on puisse avoir un mari et tout. Et quand j'ai fini, c'est-à-dire le cimetière je sais pas comment je vais vous expliquer. Le cimetière est tellement vaste. C'est-à-dire, j'étais peut-être à 300 mètres. Et je voyais une personne arrêtée. Au fond, je n'arrivais pas à voir son visage. Mais il y avait une boucle à l'oreille que je voyais bien, qui scintillait comme ça. Directement, mon sixième sens m'a dit... Mais je suis restée calme parce que je suis une personne qui sait gérer les situations quand il y a le danger. J'ai pas eu peur, j'ai gardé mon sang-froid. C'est-à-dire, le monsieur, il était arrêté, il m'attendait. J'ai marché jusqu'à... Il m'attendait, il était arrêté, je suis arrivée vers lui. Et il m'a dit bonsoir. J'ai répondu, j'ai dit bonsoir. Il dit, vous vous appelez pourquoi, comment? Et là, je me retourne, je lui dis, je suis pas là pour ça. Et je fais encore la même marche. 300 mètres encore. C'est-à-dire, j'ai marché, hein, peut-être pendant 10 minutes, j'ai marché, je suis arrivée devant. Et il fait comme ça. Elle dit qu'elle n'est pas là pour ça. Et je me retourne. Le monsieur est devant moi. Du coup, j'étais paniquée tout d'un coup, mais je n'ai pas voulu faire savoir. Je ne voulais même pas que l'esprit sache que non, je suis paniquée. Donc, immédiatement, vu que je n'avais pas de voile, je suis rentrée dans un caveau et je me suis assise là-bas pour retrouver mes esprits. J'ai commencé à réciter quelques zikrs, quelques sourates pour retrouver mes esprits. Et il y a un gardien qui passait. Je lui ai demandé, j'ai dit, vous pouvez m'accompagner? Il dit, mais tu fais quoi ici, seul à cette heure-là? Je dis, non, je suis venue voir ma camarade. Il dit, mais il y a un monsieur qui me suit. Il dit, où il est? Je dis, le voilà. Il dit, ah. Il dit, moi, je ne le vois pas. Je dis, mais voilà le monsieur. Il dit, non, moi, je ne le vois pas. Donc, comme ça, le monsieur a attrapé ma main jusqu'à la grande porte du cimetière. Il m'a laissé là-bas et puis il m'a dit, ne viens plus au cimetière sans voile, avec des coris, tous ces trucs-là sur la tête, parce que ça attire les esprits. Donc, ma leçon d'aujourd'hui, c'est pour dire aux jeunes filles, quand vous allez au cimetière, il y a toujours un voile dans votre sac. Parce que moi, j'ai pris ma dose là-bas. Voilà ma petite histoire, je voulais vous expliquer aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'histoire. De rien. Bonne soirée à vous. Et à vous. Maintenant, il y a les cimetières modernes là. Mais les anciens cimetières là où ce n'est que les petits croix posés autour. C'est la tuerie. C'est une dinguerie. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Ok. Vous m'écoutez? Ouais, très bien. Bon, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Bon, j'ai grandi dans une famille, comment dire, bon, c'était pas mes propres parents en fait. Donc j'ai grandi avec une tante et puis son mari et sa rivale. Maintenant, quand j'ai eu 13 ans, il y a une petite qui était revenue du village, qui est venue nous rendre visite à la maison. Bon, maintenant, quand elle vient nous rendre visite à la maison, la petite, on lui a demandé de dormir avec moi. Bon, maintenant, quand la petite, elle vient dormir avec moi, la nuit, on était en train de dormir. Mais bien avant ça, c'était une très grande chambre. Donc, dans cette grande chambre-là, on était tous des enfants, on dormait 3 par lit. Et moi, je dormais avec la petite en question sur mon lit. Et dans la nuit, la petite, elle me réveille. Quand elle me réveille, elle m'appelle par mon nom. Quand elle m'appelle par mon nom, elle me réveille, elle me dit, mais il y a un truc qui est sur toi.
Bon, moi, avec le sommeil, je me réveille à peine. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu vois? Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, il faut qu'on dorme. Voilà comment on se rendort. Quand on se rendort, la petite, apparemment, elle ne dormait toujours pas. Voilà comment moi, je me suis endormie encore profondément. Maintenant, 30 minutes 30 minutes après, la petite, elle me réveille encore. Quand elle me réveille encore, elle me dit, non, mais moi, j'ai peur du truc qui est posé sur ton ventre. Maintenant, là, c'est à ce moment où j'ai la force maintenant de me réveiller. Je dis, mais qu'est-ce que tu vois qui est sur mon ventre? Je jure que quand j'ai regardé, j'ai fixé, parce qu'avant, je mets dormir sur le dos. Je mets dormir sur le dos et je trouvais mieux de dormir ainsi. Quand je regarde ce qui était posé sur mon ventre, Seigneur Jésus, je vois un très 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 gros serpent noir. Il brillait tellement, il avait une marque rouge au niveau de son front, si je peux le dire. Il était posé sur le ventre. En fait, il a levé la tête, il faisait comme s'il me regardait, mais il ne me faisait rien. Voilà comment moi, j'avais pas peur. Je n'ai pas eu peur, je n'ai pas crié, je n'ai rien fait. Comme j'avais le drap sur moi, j'ai tout simplement pris le drap, je l'ai emballé. J'ai pris le drap, donc j'ai enveloppé le serpent et j'ai balancé ça au sol. Et c'est allé maintenant tomber où dormait la grand-mère avec les autres. Et le serpent était posé là par terre. Voilà comment je saute du lit avec la petite. Je vais appeler papa et maman puisque on avait vraiment beaucoup d'invités dans la maison. Donc les parents ils dormaient maintenant au salon. Donc je vais les appeler. Je leur dis non, il y a un serpent là-bas dans la chambre. Ils me disent le serpent dans la chambre. Moi j'ai dit oui. Quand quand je dormais, voilà comment l'autre elle m'a appelé pour me dire que j'avais le serpent qui était posé sur mon ventre et je l'ai vu. Après je l'ai balancé par terre. Mais non, tout le monde est venu dans la chambre voir le serpent. On était nombreux dans la maison. Un serpent noir qui brillait. Voilà comment les parents cherchaient maintenant si c'est le fusil ou quoi. Les gens où je vivais, je ne sais pas ce qu'ils cherchaient sur le fusil ou quoi pour maintenant venir tuer le serpent en question. Mais subitement, on n'a rien compris. Il a disparu. Le serpent disparaît maintenant. Les parents essaient de regarder partout, là, rien, il avait déjà disparu. C'est là où avait commencé maintenant mon cauchemar. C'était maintenant partout où je marchais. Quand je suis seule à un endroit, quand je regarde à côté de moi, je vois le serpent noir en question. Je cours, j'ai même des cicatrices qui sont restées jusqu'à aujourd'hui sur mes jambes parce qu'à chaque fois je tombais parce qu'il fallait le fuir en fait. Et il n'y a que moi qui le voyais. Un jour, devant la porte du salon, je l'ai encore aperçu à côté de moi. Comment je saute, je crie. Puisque j'ai appelé ma tante, la maman, j'ai dit, maman, le serpent, quand il vient de regarder, il avait pris la forme de les cordes, les feuilles de manioc, là, qu'on attache au manioc, les cordes, là. Il a pris la forme, quand les gens viennent regarder, c'est pas le serpent. Donc, j'ai vécu avec ça pendant des années. Il y a que moi qui le voyais, en fait. Mais quand j'appelle les gens qu'il y a le serpent, personne d'autre ne le voyait. Et, j'ai voyagé avec des parents. On est parti à Port-Gentil. Après Port-Gentil, toujours le même scénario, mais j'avais un souci, c'est que maintenant, il venait même dans mes rêves. Quand j'appelle les gens, on le tue, mais il se multipliait. Donc, j'ai vécu vraiment mon enfance vraiment je vivais dans la peur, en fait. Je vivais constamment dans la peur. J'avais peur de dormir. Parce que là où je dormais, il apparaissait toujours. Et je ne sais même pas ce qu'il cherchait à faire. Il ne me piquait pas. Il ne me mordait pas. Il ne faisait rien en fait. Il était juste là. Mais je ne sais pas parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai un problème de bas-ventre. J'ai un problème de bas-ventre. Depuis toute mon enfance que personne n'arrive à soigner en fait. Donc je ne sais pas si c'est serpent qui est à l'origine de ça et
personne à la maison ne m'a expliqué pourquoi est-ce que le serpent était venu dormir avec moi. Ils m'ont dit, oh non, parce que tu es sale, la chambre est sale, alors qu'on était nombreux dans cette chambre. Pourquoi le serpent n'était pas allé dormir avec une autre personne, seulement moi, qui était l'enfant de ma tante, en fait. Donc, c'est un peu l'histoire mystique que j'ai vécue et que je continue à vivre. Voilà. Merci pour l'histoire. Allô? Bonsoir DMG. Ok. Allô, bonsoir DMG. Oui. Bonsoir DMG. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Alors, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bon, je vais vous raconter une histoire là que j'ai vécue, que je vis actuellement. Tout a commencé quand j'avais 13 ans. Au fait, l'histoire, c'est pour sensibiliser les gens par rapport aux livres spirituels que les gens utilisent. Genre, quand vous voyez des livres spirituels, genre, quelqu'un est décédé, il a laissé ses livres, essayez de brûler tout. Ne laissez pas ça à la portée des gens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand j'avais 13 ans, j'avais un ami à moi, on était dans le même village, qui avait un livre spirituel dont je vais taire le nom. Le livre spirituel contenait des rituels pour acquérir des choses spirituelles, genre l'argent, les femmes et tout ça. Un jour, par curiosité, j'ai voulu tenter le livre. J'ai acheté les accessoires, j'avais 13 ans. J'ai acheté les accessoires. Je suis allé chercher un parchemin. J'ai fait le rituel. Ils avaient demandé de faire le rituel à minuit. Donc j'ai cherché un endroit où il n'y avait pas, un endroit inachevé, où il n'y avait personne. Et j'ai fait le rituel. Mais le problème, c'est que quand je faisais le rituel, le vent se mettait à souffler. Et j'ai vu un gros varan sortir. J'ai pris le livre et j'ai filé. Je suis rentré à la maison sans avoir terminé le rituel. Le lendemain, je suis allé chez mon ami pour lui raconter ce qui s'est passé. Il m'a dit que non, ce n'est rien, tout ça là, ce n'est rien. Le lendemain, la même nuit, c'est là-bas que tout a commencé. J'ai fait un rêve dans lequel tout, l'événement que j'ai vécu la veille, se reproduisait. Allô? Oui. Oui. J'ai fait un rêve dans lequel l'événement, ce que j'ai vécu se reproduisait. Seulement que quand le varan était venu, il s'est transformé en femme. Quand il s'est transformé en femme, c'est dans le rêve, pas dans la réalité. Il s'est transformé en femme. Quand il s'est transformé en femme, on a fait l'amour. Au moment de jour, je me suis réveillé à même temps. Et j'ai vu que, j'avais joui sur moi. En ce moment, je dormais avec mes frères. J'avais 13 ans, comme je l'ai dit. Je dormais avec mes... Donc, je me suis dit que c'était juste un rêve. Dans la semaine, il y avait une très grande somme qui était... Mon papa est banquier. Il y avait une très grosse somme qui était avec nous. Je ne sais pas comment ça s'est passé. La somme a disparu. Et j'étais seul à la maison. Je suis le fils unique. La somme a disparu. Mon papa est rentré. On m'a bien fouetté. Pensant que c'était moi qui avais pris l'argent. Mais on a fermé les yeux dessus. Un autre jour, je passais et j'ai vu un vieux. Le vieux m'a appelé. Il m'a posé la question, à savoir que je marche avec qui. Moi, je me suis dit,
À ce moment, je ne pensais... J'ai même oublié le rituel que j'avais fait. J'ai même oublié ça. On m'a posé la question à savoir si je marchais avec qui. Il a dit, je marche avec personne. Le vieux m'a dit, je marche avec quelqu'un. C'est qui? J'ai dit, ok, vieux, si tu sais que je marche avec quelqu'un, dis-moi, je marche avec qui? Le vieux dit qui ne sait pas avec qui je marche. J'ai ignoré ça. C'était un vieux du quartier. Je l'ai ignoré, je suis parti. Tout a commencé. Des années se sont passées. En 2019, tout a commencé en 2019. Des années se sont passées, j'ai oublié toute cette histoire-là. En 2019, je suis allé à la plage avec des amis. Je ne sais pas comment les choses se sont passées. Tout ce dont je me rappelle, c'est que on m'avait fait sortir de l'eau. Quand on m'a fait sortir de l'eau, les gens me racontaient que non, je me battais avec des gens juste pour aller me noyer. C'est là qu'on vous expliquait ça. Je voulais rentrer dans la mer. Vous me comprenez? On te comprend. Je ne suis pas bon. Tu ralentis un peu. Il faut accélérer un peu, s'il te plaît. Voilà. Et bon, là, mes parents ont demandé à savoir qu'est-ce qui se passait et tout ça là. On m'a amené voir chez nous un féticheur. C'est là le féticheur nous a expliqué tout ce qui se passait. Tout ce qui se passait. Genre, il m'a même rappelé ce que j'avais fait il y a de cela des années. Il m'a rappelé ça. Et on m'a fait un rituel. Quand on a fini de me faire le rituel, je vous assure que tout marchait. Tout marchait. Genre, même, j'étais capable de voir quelqu'un et dire ce qu'il avait. Seulement que le problème, c'est que je devais faire des rituels des jours J. J'étais capable de voir des... Et quand je draguais une meuf, la meuf est obligée d'accepter, peu importe la meuf. Tu peux être femme de quelqu'un. Et bizarrement, j'aimais les femmes mûres. Les femmes déjà mariées. J'ai continué dans ça parce que, genre, l'argent ne me manquait pas. Pas parce que mon papa ne me donnait pas de l'argent. Parce que quand tu ralentis, tu fais l'histoire devient très longue pour rien. Il faut parler normalement. Pas comme j'ai envie de parler avec toi là. Et puis il faut faire un résumé au délire aussi. Ok. Bon, je vais résumer ça je vais résumer ça simple comme ça. Un jour, je suis allé. Bon, moi j'évite beaucoup la plage. Depuis l'événement, là, on m'a interdit d'aller à la plage. Depuis l'événement que je vous ai dit. Il n'y a pas le de recommencer, s'il te plaît. Il faut seulement réduire l'histoire, que ça soit plus long. Oui, je ne recommence pas. Je dis depuis l'événement de la plage, on m'a interdit d'aller à la plage. Donc, j'y vais plus. Un jour, j'étais allé à un anniversaire à côté de la plage avec des amis. Il y avait... En fait, j'ai laissé le rituel, comme on m'avait dit de le faire là. Je ne faisais plus ça parce que je me disais que ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit, ça n'avait pas d'importance. Ouais, je parle de 2022. Hein. Je me suis dit, ça n'avait pas d'importance que... Bon, en plus, ça me perdait du temps. Tout ça là. Donc, j'ai laissé ça. Je ne faisais plus ça. Et je suis allé à la plage à l'anniversaire d'un ami. Quand je suis arrivé là-bas, le même phénomène s'est produit. Et ce qui est bizarre, c'est que je ne me rappelle de rien. Je ne me rappelle totalement de rien. Tout ce que les gens vont me dire après, que genre, et je ne me rappelle de rien totalement. Je vois que je suis mouillé, mais je ne me rappelle de rien. Il m'avait dit qu'on était en train de boire avec des amis. Je me suis levé tout d'un coup. Et j'ai commencé par courir. En fait, ils pensaient que j'étais devenu fou. Ils se sont venus, ils m'ont attrapé. Bon, c'est ce que les uns et les autres racontent. Hein. Et c'est là on est revenu. Je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, j'ai besoin d'aide. Hein. Le message, c'est pour dire que j'ai besoin vraiment d'aide. Et je suis allé chez un pasteur. On m'a amené chez un pasteur, un prophète.
un prophète qui a prié, il a prié sur moi, je vous assure. Je vous parle de l'année passée, 2022, jusqu'à présent. Rien ne marche. Rien ne marche. Genre, j'ai perdu mon boulot, ça fait plus de 6 mois. Je suis ingénieur. J'ai 26 ans. J'ai perdu mon boulot. Je cherche le boulot. Je ne trouve pas, j'ai ma licence. C'est pas que je n'ai pas ma licence, j'ai ma licence très bien. J'ai des relations. J'ai des relations, je ne vais pas mentir, parce que mon papa a des relations. Je ne vais pas mentir. Mais à chaque fois que on m'engage, sans le vouloir, je ne sais pas comment expliquer ça, sans le vouloir, je mets la main dans la caisse. Genre, l'argent du chantier, je ne sais pas comment ça se fait. J'utilise toujours ça et je me mets dans un problème. Pourtant, je suis très bien conscient. TMG, je ne sais pas si vous me comprenez. Genre, on peut déposer l'argent tout à l'heure comme ça. C'est depuis que le prophète l'a prié sur moi, on peut déposer l'argent tout à l'heure comme ça. Je sais très bien que c'est pas que j'ai besoin d'argent. Je n'ai pas besoin. C'est ça le problème. La dernière fois même, on m'avait arrêté. Je suis très sérieux. On m'avait arrêté. On m'a arrêté. La police m'a arrêté. La police m'a arrêté. On voulait la population voulait me lyncher. On voulait me frapper. C'est là où on a pris ma carte. On a vu mon nom. On a vu mon nom et ils m'ont dit, oh. C'est là ils m'ont demandé, je suis le fils de tel. J'ai dit oui. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que je voulais voler? Je voulais voler un iPhone 7 ou bien. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas ce qui m'a pris, sans vous mentir. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui m'arrive. Des choses bizarres. Bizarre, je ne comprends pas. Rien ne marche. Accident en accident. J'ai fait 2 accidents, cette année seulement. Cette année seulement, je vous parle de cette année seulement. 2023, j'ai fait 2 accidents. Grâce à Dieu, rien de grave ne s'est passé. Donc, si je prie, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider dans les commentaires, je prie beaucoup que cette personne puisse m'inboxer, s'il vous plaît. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus. C'est pas que j'ai besoin d'argent. Je vous assure que je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas faim. Mais, j'ai honte de dire ça même. Mes propres amis, genre, n'arrivent pas à laisser les objets chez moi. Ils se disent que, j'ai honte de dire ça quoi, ils se disent que je vais prendre ça pour aller vendre ou bien. Je suis conscient, et c'est vrai aussi, c'est vrai, je le fais. Mais je ne sais même pas pourquoi je le fais, parce que je n'ai pas besoin d'argent. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est insensé, mais c'est ça quoi. Donc s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, ça va aller. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis au Togo. Je suis au Togo, à Lomé. S'il vous plaît. Il faut lire s'il y a les quelqu'un commentaires. qui peut Il y a m'aider, beaucoup d'interventions en commentaire là. Ah, ok. C'est ça mon histoire, monsieur DMG. Sans vous mentir, c'est ça mon histoire. C'est ça mon histoire. Je vis. Il faut regarder les commentaires. Il y a beaucoup de propositions en commentaire. Genre, jusqu'à mon père a voulu me renier. Genre, je fais la ronde de. Je suis obligé d'habiter loin de mon père. Dans l'autre maison. Parce que mon papa a refusé que j'habite avec lui. Ouais. Parce que quoi? Que genre, je salis son image. C'est pas que ceux qui arrivent à reconnaître la voix savent que je n'ai pas faim. C'est pas que je n'ai pas. Je sais pas comment vous expliquer ça quoi. Je ne manque de rien. Donc s'il vous plaît, si quelqu'un peut me venir en aide, je suis ouvert à toute opportunité quoi. Genre, toute proposition. S'il vous plaît, mais
je... Allô? quelque chose de sorcier. Non, non, non. Non, pardon. Parce qu'on m'a proposé ça plusieurs fois. Que ça va beaucoup m'aider. Donc je ne veux pas prendre fétiche. D'accord. Ok, merci DMG. Vous pouvez me descendre. Merci Je à serai toi. dans les commentaires. Dans les commentaires, il y a beaucoup de. Je vais laisser le direct pour que tu puisses avoir le temps de t'entretenir avec ceux qui sont intéressés, ceux qui ont un truc à te donner comme conseil. On est arrivé à la fin de cette émission. Ceux qui ont envoyé les histoires, merci. On se prend donc vendredi à 20h00 ici sur TikTok. Donc, passez une très bonne nuit et surtout, priez avant de dormir.